bonne année de partout où vous nous suivez, car c'est le tout dernier numéro d'Analyse 24 de l'année 2021. Analyse 24, Alimal ne pouvait pas rater ce tout dernier numéro. Bienvenue. Merci beaucoup, John. C'est un plaisir partagé. Et merci à vous pareillement, mais surtout aussi à nos fidèles téléspectateurs. Ce n'est pas facile de rester branchés, fidélisés, suivre Analyse 24 durant toute une année. En tout cas, nous vous disons merci pour la fidélité. Et nous finissons aussi l'année dans un contexte particulier. Oui, la Covid qui exige beaucoup de mesures, beaucoup de concentration, beaucoup de sérieux pour ne pas tomber dans les coups de Covid-19. Même ces 31, il y a toujours couvre-feu jusque-là. Ça, ce sont des mesures à suivre et à prendre vraiment au sérieux parce que c'est pendant ces moments pareils que la contamination est plus large. Tout à fait. Notre invité s'appelle Rodrigue Ramazani Bekola. Il est le porte-parole adjoint du parti en vol. Le parti en vol, c'est le parti cher à l'honorable Délice Sanga. Rodrigue Ramazani. Et à vous aussi, je réciproque ces vœux dans l'espoir que l'année qui va commencer va nous apporter plus de bonheur parce que cette année était émaillée de beaucoup d'incertitudes. Et je profite aussi de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux, des longévités, des bonheurs, des prospérités à toute la nation congolaise, mais aussi aux militants et sympathisants de mon parti, mais plus particulièrement au cerveau d'État, l'honorable Délice Sanga Impongo Diaka 5. En tout cas, vous avez un peu anticipé, Emmanuel, quand il a dit l'année 2021 aura été émaillée de beaucoup d'incertitudes. Avec vous, essentiellement, nous allons essayer de faire une sorte de bilan de ce qu'a été l'année 2021, mais on ne va pas se limiter au passé. Nous allons aussi regarder l'avenir, projeter l'avenir, perspective 2022. Alors, pas de façon ramassée, hein, mais allons point par point. Nous prenons d'abord sur le plan socio-économique. Quel est le tableau de l'année 2021? Sur le plan socio-économique, le tableau est sombre. Le tableau est sombre, d'autant plus que le gouvernement de la République, ainsi que sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas su répondre aux desiderata et aux attentes de la population du point de vue social. Et la personne qui peint ces tableaux sombres, ce n'est pas moi de l'opposition, ce n'est pas nous de l'envol, ce n'est pas l'honorable Sanga, mais c'est le président de la République lui-même. Quoi de plus normal de constater ensemble avec vous que sur le plan socio-économique, la situation de manière globale est catastrophique. Parce que le président lui-même, devant la Chambre du Parlement, réunie en congrès, et devant les élus du peuple, le président de la République a clairement dit que la situation sociale de la population n'était pas reluisante. Et il ne pouvait pas s'en cacher parce que la misère est là. La situation va de mal en pire et rien ne marche, rien ne tourne. Aucune politique publique mise en place, mise en musique, n'apporte de réponse aux attentes du peuple. Et conséquence, le chef de l'État, le président de la République, celui qui est censé améliorer les conditions de vie des Congolais, lui-même l'a dit devant la tribune du Congrès, que la situation sociale de notre population n'était pas reluisante. Alors, sur ce point, moi, Rodrigue Ramazani, face aux paroles sacrées du chef de l'État, je me sens impuissant, ne serait-ce que de dire le contraire, parce que lui-même, le porteur du mandat du peuple, vous dit que la situation n'était pas bonne pour cette année. Et encore que ce n'est pas seulement de cette année, c'est encore de 2 années passées lors de la coalition FCC-CACH. Le président de la République, lors de ce discours pathétique, il nous a clairement dit qu'il ne pouvait pas gouverner, rien ne marchait, rien ne tournait, la situation n'avançait pas parce que cette coalition ne lui permettait pas de gouverner et la conclusion à tirer, c'était un échec. Donc les 3 dernières années, de 3 années de la gouvernance de Félix Tshisekedi est un échec.
est un échec sur plusieurs points. Et je n'oserais pas ici dire que les bilans, et il n'y a rien dans son bilan. Les bilans ne peuvent pas être nuls. Les bilans peuvent être négatifs parce que lorsqu'on pèse le passif et l'actif, on constate que le passif est très important que l'actif. Conséquence, les 3 dernières années, en termes de gouvernance du point de vue social de la population, notre peuple est en train de croupir dans la misère. Il y a encore ces fameux rapports de l'FAO qui parle de la malnutrition très élevée, surtout dans le Grand Kasaï. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le désespoir est là parce que les gouvernements, le président de la République n'arrive pas à donner des signaux qu'il y a un avenir meilleur qui peut arriver pour les 2 prochaines années qui restent. Mais sur le premier point, du point de vue social, les bilans est déjà dressé par Félix-Antoine Tshisekedi pour cette année devant le Congrès. Il n'y a rien à ajouter. La situation sociale est chaotique, catastrophique. Il n'y a rien qui marche. Il y a cette situation avec le RAM. Parce que nous parlons du social, c'est vaste escroquerie d'État. Nous avons un gouvernement escroc qui escroque son peuple. La preuve, lors du budget 2022, on n'a pas retrouvé les recettes liées au RAM, ni dans le compte, ni dans le budget général, encore moins dans le compte spécial. Comme diraient les Quinois, donc le RAM ne se retrouve nulle part. C'est une escroquerie d'État. L'État est en train de voler son peuple, ce qui est inacceptable. Donc, non seulement la situation elle est chaotique, mais l'État est encore en train de dépouiller son peuple. Moi, ce qui me fait réfléchir, c'est votre position accrochée à l'aspect négatif. Quand vous dites rien n'a marché, est-ce que vous pouvez vous dire objectivement que Tshisekedi n'a pas posé un seul geste, 2 gestes, 3 gestes positifs profitables à la nation, profitables à son peuple sur le plan social? Parce que là, sur toute la ligne, vous parlez de l'échec totalement. Alors que certains estiment qu'il y a eu quelques points positifs notés à mettre dans l'actif du chef de l'État. Excusez-moi de ne paraphraser que le chef de l'État. En tout cas, l'opinion qui me regarde, je n'ai fait que paraphraser le chef de l'État. Mais le chef a été sincère, que voulez-vous? Je suis en train de répondre à une question. Dans la démagogie. Je suis en train de répondre à la préoccupation d'Alimassi. C'est le chef de l'État qui a tiré cette conclusion d'échec. Ce n'est pas moi. Je l'ai bien dit dans mon introduction. Quand le chef de l'État lui-même reconnaît qu'il y a eu échec sur le plan social, dites-moi, moi, porte-parole du parti en vol, Rodrigue Ramazani, je n'ai pas de données de l'État, je n'ai pas assez d'informations quant à ce, à part ce que nous recherchons de nous-mêmes, mais les détenteurs du mandat, celui qui est censé améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, nous a dit que la situation n'était pas reluisante. Que voulez-vous que moi j'ajoute de plus? C'est sur cette base-là que je suis en train de vous répondre. Mais après, je vous ai dit ici que je ne peux pas oser dire que le bilan est nul. Parce qu'un bilan ne peut pas être nul. Mais dans un bilan, l'on pèse entre l'actif et le passif. Mais lorsqu'on constate que le passif est plus important que l'actif, ce qu'on peut mettre dans l'actif, on se dit que le bilan est négatif. Mais rappelez-nous, ne fût-ce qu'un actif à mettre dans les réalisations du chef. Bon, ce qu'on peut mettre parmi les réalisations du chef de l'État, pour être sincère, il y a peut-être cette affaire de baisse des billets d'avion. Encore que lorsqu'il faut évaluer l'impact de cette décision au sein de la population, combien de Congolais prennent l'avion pour voyager? Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, encore qu'on a appris que le nombre de trafics ont sensiblement été réduits parce que les compagnies d'aviation n'arrivent plus à servir ces flux de demandes de voyageurs qui arrivent suite à certaines contraintes en termes de gestion.
Sur ce point, qu'est-ce que je peux encore ajouter? C'est vraiment à chercher. C'est vraiment à chercher. J'aurais bien voulu mettre la gratuité de l'enseignement. Mais il faut citer la gratuité. Mais je suis en train de sincèrement, il faut citer la gratuité. J'ai dit, je voulais bien mettre la gratuité de l'enseignement, que malheureusement, c'est une politique publique qui vient de heurter le mur de la réalité de gestion. Vous savez, l'envol depuis 2019, l'envol avait dit que l'État n'avait pas le moyen pour cette politique publique. Encore que l'État nous fait endetter chaque année une affaire de 1,5 milliard de dollars pour le financement de la gratuité de l'enseignement. Mais là, on a vu un rétropédalage légendaire du gouvernement Samalouko avec Tony Mwaba, qui à un moment donné nous semblait être déterminé à y aller. Mais la réalité de gestion de la chose publique a fait en sorte qu'un rétropédalage s'est imposé. D'un coup, je suis en train d'hésiter entre dire gratuité de l'enseignement ou pas gratuité de l'enseignement. Seul le gouvernant, ceux qui dirigent ce pays, peuvent déterminer si nous sommes réellement dans la gratuité de l'enseignement ou pas. Ben, écoutez, vous m'avez demandé de citer quelques réalisations, je les citais, mais qui malheureusement semblent ne pas avoir assez d'impact. C'est pourquoi je dis, dans un bilan, je ne peux pas être, même Kabila que je n'affectionne pas trop, je n'oserais pas dire que Kabila n'avait rien fait. Kabila fait quelque chose. Mais lorsqu'il faut évaluer, ne pas aimer ses actions. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il faut évaluer les actions que Kabila a faites dans ce pays, on constate que le 18 ans de règne de Kabila était un échec parce que les attentes de la population avec les 5 chantiers, qu'est-ce qui nous a encore produit après les 5 chantiers? Il y avait beaucoup de programmes du gouvernement qui n'ont pas pu marcher. C'est encore pire aujourd'hui. Avec Kabila, il y avait encore les semblants de calculs qu'on pouvait faire, mais aujourd'hui, on ne sait rien faire. Les chefs de l'État s'excusent partout, se plaignent partout. Nous n'avons pas... Sur le plan social, parce que nous parlons du plan social, j'aimerais bien vraiment m'arrêter là pour conclure que du point de vue social, c'est catastrophique et c'est un échec patent. Non, mais vous ne voyez même pas une lueur d'espoir dans cet océan de misère? L'espoir viendra après 2023, avec un autre président de la République, parce que Félix Tshisekedi, vous me posez la question. C'est quand même brutal. Je vous dis que l'espoir viendra après 2023. Avec Félix Tshisekedi, il faut perdre l'espoir parce que il me semble, le chef de l'État, notre président de la République, me semble ne pas être l'homme de la situation. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de perspective. Il suffit de suivre son discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État nous a tout dit, nous a parlé des plaintes, nous a parlé de problèmes qui ne marchaient pas, mais ne nous a pas dit où il voulait nous amener. C'est ça le problème, il n'y a pas de perspective. On ne sait même pas où on va. C'est pourquoi j'ai souvent tendance à dire dans plusieurs plateaux, le jour où vous aurez la chance d'interroger des autorités majeures de ce pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, avec tout le respect que nous lui devons, et le Premier ministre, posez-leur une seule question. N'allez pas avec beaucoup de questions dans cette émission. Une seule question. Où voulez-vous amener le pays dans les 2 ans qui restent? Le perspective pour les 2 ans. Ils n'auront pas de réponse. Parce qu'aujourd'hui, le pays fonctionne sous mode avion. Le pays fonctionne sous mode avion. C'est-à-dire? Il n'y a pas de réseau. On ne sait pas où se situer. Sous mode automatique Et non, sous mode avion, d'abord. Le pays est sous mode avion. Il n'y a pas de réseau. On n'a pas de perspective parce que vous parlez de perspective. Mais deuxièmement, le pays fonctionne sous pilotage automatique, comme vous venez de le dire. Nous sommes en mode pilotage automatique. Vous savez, dans une gouvernance, il y a des indicateurs qui peuvent nous diriger, nous dire qu'est-ce que nous voulons atteindre, qu'est-ce que nous voulons faire en termes de gouvernement. Où allons-nous? Il n'y en a pas. Donc le pays est sous mode avion et sous pilotage automatique malheureusement et dans le désespoir total du peuple. Moi je suis de ceux qui pensent que le président Félix Tshisekedi, il a bien fait le 2 mandats. Je tiens à féliciter quand même parce que c'était... Il a fait les 2 mandats? Non, il a fait les 3 ans de gouvernance, allais-je dire. Il a fait les 3 ans de gouvernance. Je crois qu'il a suffisamment servi le peuple à la manière dont il pouvait le faire, parce qu'on ne peut pas, même à la plus belle femme du monde, on ne demande pas plus que ce qu'elle a. On ne peut pas demander à Félix Tshisekedi de nous donner plus que ce qu'il peut nous donner aujourd'hui en termes de gouvernance. Donc, aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne nous projette pas même dans de rêves fantasmagoriques d'enfantillage. Vous savez, les enfants rêvent de Père Noël. On ne sait même pas rêver au Congo. On ne sait même pas rêver. Il n'y a pas d'espoir.
tout ce que nous avons aujourd'hui reçu, ce sont des plaintes, des tâtonnements en termes de gouvernance publique, où le chef de l'État lui-même qui dirige chaque vendredi le Conseil des ministres, c'est plein de pilotage de programmes de politique publique. Si le plan socio-économique, bon, ça fait débat. Ça, mais si le plan politique, Félix Tshisekedi a quand même marqué des points, parce que le bureau de la CENI est presque complet déjà. Il s'est d'abord détaché du FCC sans casse. Sans casse, un vrai tacticien politique, un grand stratège politique. Au profit des... Et aujourd'hui, le bureau de la CENI est presque complet à faire les élections. Cher John, vous savez, nous avons tendance, nous, acteurs politiques congolais, à dépenser beaucoup d'énergie pour conquérir le pouvoir, sur le plan politique évidemment. Mais on est incapable de prendre cette même énergie, de le mettre au service du peuple et de produire des résultats. Je tiens à reconnaître que le basculement de cette majorité était une action politique louable, qui devait susciter de l'espoir. Même nous, nous sommes venus à un moment donné à l'Union Sacrée, bien qu'aujourd'hui nous avons quitté l'Union Sacrée. Et quand vous n'avez pas eu un poste ministériel, on va y revenir. Vous êtes là où vous êtes maintenant. On va y revenir. Vous allez me poser des questions quand on parlera de l'envol. Oui. J'aurais entendu que l'émission aura deux parties. On parlera de l'envol. Là, on parle de la gouvernance de Félix Tshisekedi sur les aspects politiques. L'arrivée de l'Union Sacrée devait consacrer la rupture. La rupture avec les systèmes passés, les systèmes des dictats des autorités morales dans les institutions. Nous sommes arrivés au basculement de la majorité. Malheureusement, on a redessiné les erreurs de la Kabylie. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'envol a claqué la porte de l'Union Sacrée. Nous avons pris notre liberté, abandonnant le pouvoir. C'est très rare dans ce pays. Des personnes qui abandonnent le pouvoir. C'est normal quand on se retrouve pas. N'est-ce pas? Nous avons d'abord ce qui est à noter ici et que l'envol. Vous avez marre des miettes. L'envol a quitté le pouvoir. Ça, c'est à noter. C'est à mettre dans la. Vous avez quitté les miettes. Pendant que beaucoup quittent de l'opposition pour traverser au pouvoir, même pour rien. Pour rien. Même pas pour de promesses. Vous avez vu des différentes déclarations intempestives qui se sont faites par moments au Kasaï, d'autres à Kinshasa, ainsi de suite. Mais nous, à ce moment-là, nous, on quittait le pouvoir. Alors qu'on avait même le miette, mais on a quitté le pouvoir. Vous avez quitté ça, c'est à mettre à l'actif de l'envoi. On a quitté le pouvoir, j'insiste. Donc, on n'est pas arrivé à la rupture entendue avec l'Union Sacrée. Il y a eu cette fameuse arrêt de la Cour qui a tout biaisé sur le mandat non impératif, où les députés ont déclaré leur appartenance à la majorité, à la sauvette, par moment de manière sauvage, pour quitter l'opposition, pour traverser vite à la majorité, au mangeoir. Cet arrêt a dénaturé ou encore a pris de la force aux organisations politiques. C'est inacceptable. Aujourd'hui, un député au Parlement est un électron libre. Il peut, en même temps, en étant à la majorité, décider encore de quitter la majorité, déclarer son appartenance contre vents et marées, contre l'opposition du mandat qu'il porte pour un parti politique. Le mandat d'un député est non impératif quant aux options à lever au niveau de l'Assemblée, liées au vote. C'est à ce moment-là que le mandat d'un député n'est pas impératif. On ne peut pas obliger à un député de voter pour ou contre. Il vote sans injonction. C'est à ce moment-là qu'on parle du mandat non impératif. Mais malheureusement, les choses se sont faites comme les choses doivent se faire à la 10e rue Lumété, sous les arbres, sans organisation. Le coup politique réussi, malheureusement, a apporté les flops du point de vue politique quant aux orientations et la conduite des institutions. Aujourd'hui, nous voyons, même du point de vue politique, comment est-ce que les débats sont conduits au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous commencez par les débats à l'Assemblée nationale, c'est pour justifier pour démontrer les dysfonctionnements. L'intercation entre le président national de l'envol et le président... Si vous voulez qu'on ouvre la parenthèse, on en parle, Je suis en train de répondre méthodiquement de la manière dont vous voulez que l'émission se passe. Oui. Là, nous sommes en train de parler des victoires politiques, selon John. Moi, je démontre oui. Les dividendes politiques. Les dividendes politiques. J'ai dit oui, que l'arrivée de l'Union Sacrée devait consacrer la rupture. Malheureusement, nous n'en sommes pas. Nous devons aller vers la rupture. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas dans la rupture. Nous ne sommes même pas dans la continuité. Nous sommes dans la bêtise institutionnelle. Ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale est inacceptable. À l'Assemblée nationale, il n'y a plus de débat.
Les députés ne débattent plus. Les ministres viennent pratiquement plastronner au sein de l'hémicycle. Où il y a les papes d'une religion qui trônent. Et évidemment, l'Assemblée nationale aujourd'hui ressemble à une religion qui a gardé ses rituels, mais avec un pape qui a perdu la foi. Mais ils ont gardé les rites. C'est ça l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Les députés de l'opposition n'ont plus droit à la parole. Et à chaque fois qu'ils parlent, il y a l'omnipotent, l'omniscient, l'intouchable, l'incontournable. Les présidents de l'Assemblée nationale, pratiquement jumeaux de l'exécutif, qui empêchent même les députés de l'opposition de critiquer l'action de l'exécutif. Non, il est bien à accepter les critiques, mais dans la courtoisie, pas dans les injures, pas dans l'extravagance. Entrons directement dans ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce qu'apparemment Ali ne veut pas que je termine le bilan de Félix Tshisekedi. C'est mon président de la République, c'est mon président. Quand je critique ses actions, c'est pas forcément parce que je suis contre lui. Tout comme les présidents de l'Assemblée nationale, c'est les présidents de l'Assemblée nationale. C'est les présidents de l'Assemblée nationale. Oui. Un peu d'égard. Je le confirme. Je le confirme. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. De quoi s'agissait-il? Le débat portait sur la réduction de compte du budget passé. L'honorable Sesanga constate que dans le rapport de la commission ECOFIN, c'est clairement mentionné, que le gouvernement, ce n'est pas l'honorable Sesanga, c'est la commission ECOFIN dit que le gouvernement viole systématiquement la loi de finances, que le gouvernement viole systématiquement la chaîne des dépenses. La délinquance financière. Que le gouvernement viole, je dis ici expressis verbis, ce qui est écrit dans le rapport, viole la loi sur le marché public. Mais celui qui viole la loi, n'est-ce pas un délinquant? Quand le gouvernement viole la loi, quand le gouvernement escroque sa population, c'est un gouvernement c'est un gouvernement escroc. Non, entre les hommes civilisés, il y a aussi des termes à ne pas employer. Tout ça. Ça, vous le savez. Attention, il ne faut pas confondre lorsqu'on qualifie un fait. Surtout dans une assemblée aussi auguste que l'Assemblée nationale. Attendez, non. Un peu d'hérité. L'honorable, l'injure. Je suis juriste. Voilà. Je suis juriste. Il faut bien tamiser ces mots. Je suis juriste. Oui. L'injure doit porter atteinte à une personne bien identifiée. Oui, à une institution. N'est-ce pas? À une personne. On peut aussi cracher sur une institution. Jusqu'à preuve du contraire, l'honorable Sesanga a qualifié un fait. Il n'a pas dit que le gouvernement était délinquant. Il a dit que ce que le gouvernement faisait était une délinquance financière. Et c'est un terme consacré. Maintenant, est-ce que les insuffisances du président de l'Assemblée nationale sur la question du délinquance financière doit incomber à l'honorable Sesanga? Les insuffisances, c'est-à-dire? Mais écoutez, pour le président de l'Assemblée nationale, le fait de dire qu'il s'agissait d'une délinquance financière, c'était une façon d'insulter les gouvernements. Mais indirectement, on accuse les gestionnaires, les acteurs d'être des délinquants. D'être des délinquants. Non, ce sont eux les responsables. On dit le comportement, le fait de violer la loi de finances était une délinquance. Et une délinquance, c'est une délinquance. Il n'y a pas d'autre terminologie à employer. Les mots avaient leur sens et les mots étaient bien placés. Maintenant, le président de l'Assemblée nationale n'a pas compris. L'honorable Sesanga a voulu expliquer. Il a refusé. Et l'honorable Sesanga étant une personne de conviction, il est convaincu que ce qui s'est passé là, c'était de la délinquance financière. Il a refusé de retirer, il est parti. Ensuite, manque d'élégance d'un homme de son rang. Non. Il ne pouvait que retirer. Ce que vous appelez manque d'élégance, moi j'appelle ça intransigeance. Il s'agit là d'une intransigeance dans la conduite des affaires de l'État. Et l'honorable Sesanga ne critiquait pas que le gouvernement Sama Lukonde. L'honorable Sesanga a critiqué un comportement de l'Assemblée nationale et du gouvernement dans les 10 ans passés. Ça veut dire qu'il faut remonter jusqu'au gouvernement il y a 10 ans passés.
Parce que l'Assemblée nationale, en lieu et place de faire son travail, les députés ne font plus leur travail. Et l'honorable Sessanga, c'était le lieu d'interpeller aux députés, à la commission ECOFIN, de faire le travail au lieu de louer le travail de l'IGF. Parce que le travail que l'IGF est en train de faire devait être fait par leur commission, la commission ECOFIN. Et c'était ça l'interpellation de l'honorable Sessanga, que malheureusement c'est tombé peut-être dans les oreilles d'une personne qui avait des insuffisances et ne comprenait pas la terminologie. Non, pas sur notre plateau. Le président de l'Assemblée nationale, vous l'accusez. Ramazan, pas sur notre plateau quand même. J'assume mes mots. J'assume mes mots. Dites peut-être qu'il y a des propos mal compris. Oui. Écoutez, une incompréhension. Écoutez. Un malentendu. Chacun a son vocabulaire. Moi, je dis... L'envol a aussi les siens. Tel père, tel fils. L'envol a les siens. Tel père, tel fils. Je le dis et je le répète. Ça, c'est les partis en vol. Je le dis et je le répète, qu'on ne peut pas imputer les insuffisances d'un individu, acteur politique, président d'une institution de l'Assemblée nationale, ces insuffisances sur la question de la délinquance financière à l'honorable Sessanga. On ne peut pas le lui imputer. Mais ne pensez-vous pas que, bien sûr, que nous sommes encore dans la partie bilan politique, oui, avant peut-être de chuter et parler en vol, ne pensez-vous pas que cette intercation entre le président de l'envol et le président de l'Assemblée nationale n'a pas contribué en faveur du président de l'envol sur le plan de l'image dans l'opinion? Non, au contraire. Ça ternit son image. Au contraire, pour nous, nous disons que c'est un incident mineur que nous ne considérons pas. Pourquoi? Parce que l'envol a mieux à offrir du point de vue politique. Vous allez constater même que l'envol n'a pas exploité cet incident. Non, on n'a pas exploité cet incident. Mais c'est l'autre parti, le parti de l'Union sacrée, de cet acteur politique qui ont voulu en faire... Le président de l'Assemblée. Ils ont voulu en faire une question de politique publique, où on a même vu le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale sortir pour la première fois de ma vie, de lui remarquer, c'est de lui voir dans une bêtise politique, c'est de lui voir dans une sortie hasardeuse du point de vue politique. J'aurais même appris qu'il c'est un député national. J'ai vérifié dans les annales de l'Assemblée nationale si c'est un député qui se distingue du point de vue de production de travaux parlementaires. Rien. Mais bon, voilà, il y a un incident mineur. Et il y a un directeur du cabinet, dit sur quoi, député national, qui sort vite pour en faire une question de politique publique, jusqu'à faire des appels publics au meurtre contre le président de l'envol, l'honorable Sessanga, et contre le partisan du parti Envol. Quand on va parler du parti Envol, on va aborder ces questions. Okay, L'État pour nous peut-être d'aborder aussi les bilans diplomatico-militaires ou sécuritaires. Il faut retenir que l'année aura été marquée par cet état de siège. Bien sûr. Qui continue d'ailleurs. Qui continue jusqu'à présent. C'était depuis mois de mai. Jusqu'à présent, c'est pour la 16e ou 17e fois qu'on a prorogé. Alors, Rodrigue Ramazani, évaluation. Je crois que l'opinion se souviendra qu'au mois de mai, 2021, lors de notre meeting sur le procès de la démocratie tenue au quartier Badiading et à Selembao, l'honorable Sessanga avait fustigé la position du président de la République en décrétant l'état de siège. Parce que nous avions estimé que le président de la République avait d'autres mécanismes avant d'aller dans une décision aussi tranchée, extrême. Parce qu'il faut qu'on se le dise, du point de vue sécuritaire, et constitutionnel, du point de vue juridique, le président de la République n'a pas plus de manœuvres constitutionnelles que l'état de siège. Au-delà de l'état de siège, il n'y a pas. L'état de siège, c'est la sommité, c'est le mécanisme constitutionnel du point de vue sécuritaire qui existe. Prendre une telle décision devait d'abord faire objet de plusieurs planifications, vérifications, mettre de moyens conséquents pour y aller. Qu'est-ce qu'on a constaté? L'état de siège est décrété. Nous, on avait dit que c'était une mauvaise décision. On nous avait critiqué à l'époque. On était très critiqués. Pourquoi une telle mauvaise décision? Une mauvaise décision parce que d'abord, après
avoir lu le rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et après avoir lu la déclaration du ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, où le ministre de la Défense lui-même reconnaît que l'état de siège était proclamé sans programmation et sans moyens opérationnels. C'est grave. Et la preuve, lorsqu'on a proclamé l'état de siège et lorsqu'on a nommé le gouverneur militaire et policier, ils ont passé pratiquement ici 2 semaines parce qu'il n'y avait pas de moyens pour descendre au lieu où ils devaient mener les opérations, alors que l'état de siège était déjà proclamé. Et aujourd'hui, avec la brigade intégrée Luganda, et ainsi, démontre à suffisance que l'état de siège, c'est ça qu'on ne veut pas dire à la population, que l'état de siège est un échec. Comme tant d'autres politiques publiques menées par Félix Tshisekedi. 100 jours était un échec. Chilingelo lui-même, on parle déjà de là où il est au Kasaï, était un échec. État de siège, un échec. Nous sommes opération zéro troupe. Il y a encore une autre opération. Bon, voilà, on a gaspillé une affaire de plus de 30 millions. 30 millions de dollars dans cette histoire opération zéro trou. On attend la finalité, ça sera encore un échec. Je le prophétise déjà parce que c'est mal mené. Prophète des malheurs. Pas prophète des malheurs. Non, pas prophète des malheurs, analyste et pragmatique. C'est clair. Quand il y a un échec, il y a un échec. Mais on bouge déjà des trous partout. On attend la fin. Hein. On attend la fin. C'est ça le problème avec vous. Hein. Attendez, au lieu de voir un verre à moitié plein, et voient un verre à moitié vide. C'est ça la différence. Écoutez, voyez les bons côtés de la chose. Quel est le bon côté de l'état de siège? C'est qu'il y a amélioration sur le plan sécuritaire. J'ai suivi les reportages. S'il y avait, population. Moi, j'ai suivi ce matin encore la société civile. La oui. société civile de Béni, qui continue à dire que l'état de siège est un échec. Une partie de la société civile. N'est-ce pas? Oui. Je parle de la société civile, une partie ou en totalité. L'unanimité, maître Rodrigue. L'œuvre humaine ne fait jamais l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mais écoutez, si l'état de siège était une réussite et que notre armée avait le contrôle total de la situation, on ne serait pas en train de quémander l'intervention des Ougandais. On ne serait pas en train d'attendre les forces ougandaises venir encore sur notre sol. C'est inacceptable. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous craignons que le Congo puisse arriver où tous les Congolais n'osent pas imaginer la balkanisation. Est-ce que nous sommes en train, nous-mêmes, d'observer de manière impuissante la balkanisation de notre pays? À moins que vous ayez des informations à propos. Rien ne s'annonce dans ce sens. Mais le chef de l'État lui-même ne sait pas nous dire quand est-ce que les troupes ougandaises quitteront notre sol. Et lorsque nous écoutons celui qui commande les opérations du côté des Ougandais, il dit qu'ils quitteront le Congo que le jour où il n'y aura plus des EDF. Écoutez, lorsque nous parlons des opérations militaires, vous avez l'impression que nous sommes dans une soirée de gala, où les femmes sont habillées en robe de soirée, les hommes en smoking, nous venons, nous mangeons, nous dansons, lorsque nous terminons la fête, nous sortons. Non, monsieur, non. Nous ne sommes pas dans une soirée de gala, nous sommes dans dans plein théâtre des opérations. Et ce sont les hommes bien armés qui y sont. Vous les chassez comment? Ils sortent comment du point de vue opérationnel? On doit se poser toutes ces questions. Alors que le chef de l'État ne nous rassure pas, nous dit qu'il fera de son mieux que les troupes ougandaises ne passent moins de temps ici, ainsi de suite. Aucune assurance. C'est une inquiétude. Alors que nous connaissons notre passé avec ce pays. Non, il faut changer. Peut-être que c'est le dernier aspect, c'est-à-dire le bilan diplomatique. Le chef de l'État est sûr du retour de la RDC dans les concerts des nations. Et vu ces contacts, vu ces relations-là, vu ces nombreux voyages, ça va activer, qui ont porté des fruits. Ça va réactiver les choses. Vous savez, on doit pas se perdre, sur le plan parce qu'il y a des temps. Lorsque le chef de l'État commençait à voyager devant la diaspora congolaise en Belgique, je crois aussi en France, en Allemagne, au Nigeria, il a dit qu'il faisait beaucoup de voyages pour chercher des investisseurs. C'était le premier aspect. On ne peut pas s'écarter et changer de note à la fin. Le premier aspect, le chef de l'État partait chercher des investisseurs. Après 3 ans de gouvernance,
pas d'investisseurs, bien que le chef de l'État a battu le record de tous les chefs de l'État séjournant aux États-Unis. En tout cas, il a passé une affaire de 2 semaines. À un moment donné, on cherchait le chef de l'État où il était. On n'arrivait pas à l'identifier. Il est aussi président de l'Union africaine. Écoutez, je parle de mon chef d'État. Je parle d'abord du président de la République. C'est vrai que lui-même a reconnu à Mboujima Ike ses mandats de l'Union africaine pesaient sur lui. Il n'arrivait pas à travailler pour les Congolais. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il ne faut pas dénaturer les propositions. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Oui. Je crois que les Congolais qui ont suivi peuvent le comprendre comme non, c'était pas parce qu'il nous a dit, il a dit à la population, laissez-moi finir d'abord mon mandat à l'Union africaine. Ensuite, je vais travailler pour vous. Ça veut dire, quelque part, c'est des mandats pesés sur le chef de l'État. Mais c'est une parenthèse que je ferme rapidement, mais la réalité est que le chef de l'État a battu les records de chefs d'État qui se sont séjournés aux États-Unis pendant plus de 15 jours. Et c'était pour aller chercher les investisseurs. Les investisseurs américains, on a reçu de promesses et de promesses, mais il n'y a pas longtemps, lors de Makutano qui s'est tenu ici à Kinshasa, l'ambassadeur américain a été questionné par rapport à ça par un de vos confrères, Christian Moussakouenou, pour savoir pourquoi les investisseurs américains ne viennent pas. Il a clairement dit que les investisseurs américains ne viendront jamais au Congo parce que le Congo est un pays des corrompus. Chez eux, c'est toute une loi. Ils ne peuvent, leurs investisseurs, un Américain ne peut pas investir dans un pays où il y a la corruption. Ça veut dire tout ce qu'on attendait du chef de l'État. Mais la corruption, ce n'est pas une invention congolaise. Hein? Même aux États-Unis, il y a la corruption. Hein? Bon. Ça, ne t'en faites pas. Ce ne sont pas mes propos. Okay. Si vous avez des questions à poser à Ndita, comme on l'appelle affectueusement, vous poserez à Ndita, qui à un moment donné était devenu comme un conseiller à la présidence de la République, lorsqu'il dit clairement que les investisseurs américains ne viendront pas, malgré le fait que notre président de la République a passé plus de 15 jours sans voir Joe Biden ou encore Donald Trump aux États-Unis, et tous les efforts diplomatiques déployés, les moyens de l'État mis en contribution, et aujourd'hui, on a comme réponse d'un représentant américain que les investisseurs américains ne viendront pas parce que le Congo est un pays des corrompus. Imaginez la suite. Parce qu'il s'agit d'une victoire diplomatique encore. Parlons encore d'une deuxième victoire diplomatique. Il s'agit de quoi? De cette affaire de Glasgow, où on nous a amené 1,5 milliard de dollars, où nous étions obligés de suspendre le fonctionnement de toute une assemblée nationale, non, pas l'Assemblée nationale, de tout un parlement, parce qu'il y avait même des sénateurs, pour aller accueillir le chef de l'État. On a même dépensé les moyens de l'État pour ça, parce que le chef de l'État est revenu avec une victoire diplomatique de 1,5 milliard. Mais je tiens à vous informer, je ne crois même pas vous informer, John, que le président sud-africain, qui a suivi COP26 à travers son ordinateur, a rapporté une affaire de 8 milliards, plus de 8 milliards de dollars. Donc, si ça, ce n'est pas une victoire diplomatique, je ne sais pas que devait faire le président Ramaphosa. Il devait danser, il devait faire quoi dans ce pays? Parce que 8 milliards, entre 8 milliards et 1,5 milliard qu'il faut partager dans le bassin, sur le bassin du Congo, bon, on parle de quel bilan diplomatique qui est fameux. Bon, excusez-moi de continuer à voir que le tableau est sombre. Alors, les peu de minutes qui nous restent à l'Imalé, parlons quand même du parti en vol. Évidemment. Mais ces dernières semaines, ces derniers jours, on a vu les partis en vol pleurnicher un peu, se victimiser, parce que il aurait voulu organiser une manifestation du côté de Kanduka. L'autorisation n'a pas été donnée, surtout le contexte. La Covid, cette manifestation n'a pas pu avoir lieu, d'où la colère, encore une fois, du parti en vol, qui s'est victimisé. Bon, parce que nous parlons Covid-19, oui. Je tiens à saluer le chef de l'État qui s'est fait, des bains de foule. Qui s'est fait des bains de foule au Kasaï, et je crois que en respectant les gestes barrières. J'espère que si le chef de l'État lui-même ne respecte pas les gestes barrières, avec toute cette population qui lui suit derrière, du respect, à un moment donné, même la population commence à se questionner les sérieux dans la conduite des choses publiques. À un moment, on met l'argent du contribuable en jeu pour nous annoncer des décisions sur la RTNC. Après, c'est la présidence de la République, le président de la République, les ministres et les députés qui violent, soit cette maladie est active quand ce sont les opposants qui sont sur terrain, et c'est désactive
quand c'est l'Union sacrée qui se retrouve sur terrain en train d'amasser des foules partout au Congo. Mais bon, j'ai fait vite cette parenthèse pour parler de mon parti que j'affectionne beaucoup. De quoi qui se victimise de plus en plus. On ne se victimise pas, c'est une triste réalité d'une gouvernance de pacotille, d'une gouvernance qui ne respecte rien. Écoutez, le problème qu'il y a ici est que l'envol a sollicité plus de 3 fois à l'hôtel de ville d'organiser un meeting au quartier Kanlouka sur demande de la population de Kanlouka qui l'avait demandé à travers des ondes de Radio Top Congo lorsqu'il était reçu par un de vos confrères, Thierry Kambodi, en direct de la population de Kanlouka a appelé pour lui demander de venir à Kanlouka afin de dire pourquoi il quitte l'Union sacrée. Première séquence, c'était le 4 décembre. L'envol devait organiser ses meetings le 4 décembre. Avant même l'incident avec le président de l'Assemblée nationale, l'envol avait déjà projecté ces meetings. Il y avait déjà des calicots, des banderoles, des flyers qui étaient diffusés, des spots qui passaient sur Internet. Et malheureusement, le jour où on a prévu ces meetings, je suis arrivé sur terrain à 13h, j'ai rencontré le colonel qui était commis à la sécurité de cette activité, qui m'avait rassuré que la situation était sous contrôle. Et d'ailleurs, sur place, il a appelé le président, il a dit au président que la situation est sous contrôle, vous pouvez venir. Donc il n'y a pas de problème. Nos militants étaient là, la musique jouait. Arrivé vers Oposakombi, barricadé par la police dit à l'honorable Sessanga, nous avons reçu des instructions du gouverneur de la ville que vous ne pouvez pas entrer à Kanlouka. Pour quelles raisons? Nous ne connaissons pas les raisons, c'est entre politiques, appelez les gouverneurs. Le téléphone du gouverneur a sonné à vide, malheureusement celui-ci n'a pas pris le téléphone ce jour-là. On écrit encore à l'hôtel de ville pour la date du 12, la semaine qui a suivi. Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire l'affrontement, Notre objectif, c'est d'y aller et de parler à nos sympathisants, de parler à la population de Kanlouka, de parler à la population quinoise. C'est pourquoi nous, étant républicains, nous faisons des pas en arrière. On dit on va saisir encore le gouverneur pour projeter une nouvelle date. On saisit le gouverneur le 7 de la semaine du 12. On le saisit le 7 décembre. Et il y a un parti de l'Union sacrée. Lequel? Je ne connais pas le nom, encore que je ne veux pas en faire une publicité gratuite, parce qu'ils ne sont même pas connus. Il vient saisir le gouverneur à la date du 8. Le gouverneur nous répond à la date du 11 pour nous dire que notre activité, où on lui avait saisi à la date du 7, il ne peut pas prendre acte de cette activité parce qu'il a pris acte de l'activité de ce groupe de l'Union sacrée. Donc le gouverneur a foulé au pied notre droit de priorité. En droit, on dit priori tempori, priori iure. Le premier dans le temps doit être le premier dans le droit. On a dit notre objectif, ce n'est pas de faire l'affrontement. Votre droit de préséance. N'est-ce pas? On ne veut pas d'affrontement. On laisse les amis faire leur activité, comme le gouverneur a pris acte de leur activité. On décide de saisir le gouverneur pour la date du 19, parce que le gouverneur, dans sa lettre du 11 décembre, nous a demandé de lui proposer une nouvelle date. Ça, ce sont les propos du gouverneur. Et encore qu'on a reçu des garanties de certaines autorités de la ville qu'ils allaient prendre acte et nous permettre de faire notre activité, vu que nous, on n'était pas dans la logique d'un affrontement. On écrit au gouverneur, le gouverneur reçoit notre lettre, le lundi. Qu'est-ce qui se passe? Le dimanche 19, le podium était monté déjà le samedi à 21h. Le samedi à 21h, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'à 8h30, la police est venue démonter le podium, confisquer la sonorisation et barricader Kanlouka, comme quoi l'honorable Sessanga ne doit pas entrer à Kanlouka. On a dit c'est de trop. Si nous avons un problème avec la population, nous devons constater ce problème. On a camouflé l'honorable Sessanga dans une voiture quête. Il est entré à Kanlouka, il est descendu vers le pont et il a commencé à marcher à pied. Qu'est-ce que l'on constate à Kanlouka? La population remarque que l'honorable Sessanga est à Kanlouka. La population qui, pour certains... C'était assez risqué et péril, non? Certains amis de l'Union sacrée qui disaient qu'ils ne pouvaient pas entrer parce que la population ne voulait pas de lui. Mais la population de Kanlouka commençait à chanter le nom de l'honorable Sessanga, Sessanga Elombe, Sessanga Koti, Sessanga Mobali, Sessanga Iwana. Je vous dis, il était accueilli comme Jésus-Christ à Jérusalem, lors de son entrée à Jérusalem. La population chantait et nous sommes allés jusque là où on devait tenir notre meeting
Malheureusement. Là, on avait confisqué les instruments. Malheureusement, les instruments étaient confisqués, le podium démonté, et même les policiers étaient étonnés de voir l'honorable Sessanga entrer. Non seulement qu'il est arrivé sur le lieu. Défier l'État ou non seulement il a... Non, on voulait vérifier si réellement on avait un problème avec la population de Kanlouka. Parce qu'il y a une certaine opinion de l'Union sacrée qui pensait que Kanlouka les appartenait. Encore qu'ils ont laissé ce quartier dans une situation de délabrement inacceptée, dans une situation de misère qu'on ne peut pas définir. Lorsque vous dites que c'est votre bastion, prenez-en soin, mettez des routes, construisez des ponts. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est. Et l'honorable Sessanga est entré à Kanlouka et il est sorti de Kanlouka avec cette population qui le suivait jusqu'à sa résidence. Jusqu'à sa résidence. Ce qui veut simplement dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de liberté d'expression. L'envol ne se victimise pas. L'envol est en train de dénoncer cette restriction de liberté où on empêche, où on veut museler un député à l'Assemblée nationale et en dehors de l'Assemblée nationale, où on a décidé de restreindre l'espace politique contre les opposants. Aujourd'hui, l'opposition ne peut plus manifester. Lorsque j'ai vu nos amis de l'AMO qui ont voulu faire des sittings ici, on a invoqué des questions de Covid. Mais lorsque vous regardez nos amis de l'Union sacrée, ils manifestent comme ils veulent. C'est pourquoi je continuerai à le dire que sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, fils de Tien Tshisekedi, la démocratie ne devait pas se retrouver là où nous sommes. Il ne devait pas y avoir de restriction de liberté. Sous la gouvernance de Félix Tshisekedi, sous sa présidence, c'est inacceptable. Rodrigue Ramazani, vous savez, lorsqu'il s'attaque à Félix Tshisekedi, il est incarissable. Mais on doit vous arrêter. En tout cas, c'était pour nous un honneur et un plaisir de vous recevoir en ce tout dernier numéro d'Analyse 24 de l'année 2021. On a terminé avec vous. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je m'en voudrais si je n'annonce pas ça à la population, que le président national de l'envol, l'honorable Dédi Sessanga Ipongo Diakassing, va présenter ses vœux à la population congolaise ce 30 décembre à 20h. Où c'est? À Kanlouka? Dans toutes les plateformes de communication. C'est sur une note de satisfaction, beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir que nous nous séparons de nos téléspectateurs pour cette année qui se clôture, dans l'espoir de le revoir l'année prochaine, en forme avec la même fidélité. Merveilleux à toi. Merci aussi à vous autant et surtout à nos téléspectateurs. Merveilleux à vous. On se retrouve l'année prochaine parce que c'est dans quelques jours pour une nouvelle édition d'Analyse 24. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.